c'est ça aussi le problème de nos pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on alloue les budgets au niveau de la santé qu'il y ait, ou de l'enseignement, qu'il y ait un budget conséquent qui soit alloué et que ce budget-là soit bien géré. Puisque même quand on parle de tout cet argent qui était papa, les bailleurs internationaux, à un moment donné, ça commence à poser problème dans certains pays. Mais à un moment donné, ils ont été obligés, les gens qui géraient un peu ces fonds-là, d'être très rigoureux pour que les bailleurs puissent continuer à financer. Sinon, à un moment donné, ils n'allaient pas financer, ils n'allaient pas continuer à financer. Vous êtes les bienvenus dans cette émission de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la société civile et de la citoyenneté et de tout ce qu'il y a comme activité au sein des associations, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Merci de recevoir nos deux invités avec lesquels nous allons cheminer, des personnes qui ont de l'expérience, du savoir-faire et très certainement qui vont pouvoir vous inspirer. Nous avons donc sur le plateau Romain Birimbidi, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes le directeur général de Afrique Avenir. Afrique Avenir est une association dont vous nous parlerez grandement pendant ces 52 minutes. Merci d'être là. Et avec nous, Jean-Claude Guiraud, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes vous le président de Sport, Loisirs, Intégration, Culture, ou tout simplement SLIC. C'est ça. Merci d'être présent. Vous allez nous en parler. Vous avez d'autres cordes à votre arc, comme toutes les personnes engagées d'ailleurs. Et vous qui nous regardez, notez bien notre adresse, ladyvousécoute@gmail.com, si vous voulez participer à notre émission. Ne manquez pas de nous écrire. Nous rentrons dans le vif du sujet, puisque la vie associative, on voit bien que c'est le seul des endroits dans lequel les uns et les autres peuvent s'engager sans s'entendre dire qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas de compétences ou qu'ils n'ont pas le profil qu'il faut. Tout le monde peut rentrer dans la vie associative. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, Romain? Oui, on est tout à fait d'accord, oui. Tout à fait d'accord. Mais certaines activités demandent qu'il y ait de la compétence. Mais tout le monde, quand on s'est dit association loi 1901, oui. Donc il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. Vous le disiez, tout le monde doit avoir des compétences quand même à un moment, parce que les choses que l'on fait, les activités que l'on mène ne procèdent pas seulement du loisir. Du loisir, et puis même dans certains loisirs aussi, il faut certaines compétences aussi dans certains loisirs aussi. Absolument. Oui, voilà. Jean-Claude. Oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, tout le monde peut entrer dans la vie associative. Donc on parle de bénévolat. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une particularité dans ce qu'on fait dans le monde associatif. Il y a un engagement qu'on prend, mais il y a aussi des actions et des activités qu'on mène. Donc il faut avoir un savoir-faire, donc certaines compétences. Il y a aussi beaucoup de formations au sein de la vie associative qui sont dispensées par ceux qui gouvernent en fait dans le projet associatif. Nous allons parler de vos deux structures respectivement, mais d'ores et déjà, amis téléspectateurs, ne restez pas chez vous en vous disant « je ne sais pas quoi faire, j'aurais tellement envie de m'engager ». Frapper à la porte d'une association, vous l'avez entendu, c'est possible. Et puis, c'est un espace d'apprentissage et une passerelle peut-être vers la vie professionnelle, sait-on jamais. Vous êtes d'accord là-dessus, Romain? Très bien, c'est exact. La plupart des personnes qui sont à Afrique Avenir, ils ont commencé d'abord comme bénévoles. Et actuellement, les salariés sont de véritables professionnels en promotion de la santé. Parlons donc d'Afrique Avenir. Vous avez la parole, je vous la laisse. Afrique Avenir, depuis quand, pourquoi, comment? Oui, Afrique Avenir, c'est une association là 1901 qui existe depuis 1992. Et pour la petite histoire, c'est une association qui a été créée par les étudiants, les chercheurs et les enseignants qui étaient en formation ici en Europe et qui s'est préparés pour retourner en Afrique. Mais il s'est fait que certaines personnes ont fini leurs études ou bien leurs recherches et sont rentrées sur le continent et d'autres sont restés ici. Et je ne vais pas revenir sur toutes les activités qui étaient faites au niveau de la politique, au niveau de la philosophie, au niveau de la théologie. Mais en ce qui concerne la santé, j'étais chargé de tout ce qui était santé au niveau de cette association. Et moi, comme je suis resté ici, donc, j'ai continué à développer ces activités qui concernent la promotion de la santé, pas en direction des continents, mais pour les Africains qui sont ici, en France.
Et actuellement, nous avions commencé d'abord par le problème du VIH-Sida. Comme vous le savez, les Noirs, les Africains, c'est le deuxième public touché par le VIH ici en France ou en Europe, pas partout en Europe. D'abord, il y a les homosexuels et puis les Noirs. Donc il fallait faire quelque chose en direction de cette population. C'est ainsi qu'Afrique Avenir s'est beaucoup engagée dans la lutte contre le VIH. Beaucoup de gens pensent que Afrique Avenir, c'est une association qui a été créée pour lutter contre le VIH, alors qu'apparemment, il n'était pas créé pour la lutte contre le VIH. Il s'est fait que ces activités de lutte contre le VIH ont pris le pas sur les autres activités. C'est ainsi que nous sommes identifiés comme une association de lutte contre le VIH-Sida. Tout à l'heure, on parlait de la professionnalisation Nous recevons beaucoup de gens qui peuvent venir à l'association pour donner un coup de main, puisque toute l'activité que nous faisons, il ne faut pas simplement, être déjà être formé pour ce que nous faisons, mais chacun a déjà un savoir-faire. Une formation sur le tas, Oui, s'il y a une formation sur le tas, par exemple, nous avons besoin, on parlait tout à l'heure des bénévoles qui peuvent venir, quelqu'un peut venir aider pour arranger les tables, par exemple, pour accueillir les personnes que nous recevons. Des ressources humaines, parce qu'il faut bien des bras pour mener des activités. Les activités. Peut-être je vais revenir un peu sur tout. On y reviendra. Nous sommes là pour cela, absolument. Merci pour ces premières indications. Alors, vous êtes donc le président, fondateur de l'association SLIC Sport Loisirs Intégration Culture. C'est ça. Plusieurs thématiques. C'est un choix. Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, nous, c'est un véritable choix. Hein, parce qu'on est en 1997. On est dans cette période-là, on est sur les quartiers, en fait. Bon, c'est vrai qu'on est aussi dans la problématique de l'Africain qui est venu en France, qui fait des études et puis qui cherche à repartir. Mais on constate aussi que pendant qu'on vit là, il y a énormément de problématiques qui se font jour et pour lesquelles on pourrait accompagner et apporter des solutions. Donc on commence à se poser la question de voir, en tant qu'association, ce qu'on peut apporter. Donc on a commencé à réfléchir un peu à l'insertion, voilà, à faciliter en fait, je dirais, l'insertion des Africains qui étaient déjà en France. Et puis on avait constaté aussi, observé beaucoup, que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y avait certaines difficultés sociales. Donc il fallait accompagner ces publics-là, ces publics dits fragilisés en fait. Et donc on a fait le choix de l'insertion. Donc rester ici et avoir un impact social dans l'environnement où on vivait. Lorsque nous parlons donc de la société civile, au regard de ce que vous dites, on comprend que c'est un moyen d'apporter des solutions à une catégorie de public, faute de quoi peut-être il n'y aurait pas de solution. Peut-être faut-il d'ores et déjà parler du fait que pour mener des actions, il faut des moyens. De deux choses l'une, soit vous étiez donc des ressortissants l'un et l'autre de telle ou telle communauté à cette époque-là, avec beaucoup d'argent pour mener ces actions, ou alors vous avez dû être en interaction avec ceux qui détiennent les fonds. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, en ce qui nous concerne, Afrique Avenir, nous avions été, on a fait presque 15 ans de bénévolat. Toutes les activités d'Afrique Avenir étaient basées sur le bénévolat. C'est donc au fur et à mesure que les activités, on a commencé à bénéficier aussi des salariés pour mener les activités que nous menons. Et comme disait le collègue tout à l'heure, le bénévolat est le socle, puisqu'il faut d'abord un engagement. Quelqu'un qui n'est pas engagé ne peut pas travailler dans une association. Parlons du bénévolat. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ce que les gens ont envie de faire à une époque où, et même à cette époque-là déjà, où chacun voudrait déjà pouvoir gagner sa vie, ce qui est légitime? Comment fait-on pour susciter chez ceux qui n'ont pas envie de le faire l'idée du bénévolat? C'est du temps, et comme on sait que le temps c'est de l'argent, et que de l'argent quand on n'en a pas, c'est ce que l'on recherche. Comment situez-vous les gens? Que faut-il leur dire pour les encourager? Oui, en ce qui concerne Afrique Avenir, la plupart des gens qui étaient, comme je disais, que c'était des enseignants ou des étudiants qui étaient au départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était vraiment des personnes qui étaient engagées pour le travail qu'ils voulaient faire. Mais de nos jours, effectivement, il sait que c'est difficile de trouver des bénévoles.
Comment vous faites d'ailleurs? Il y a des bénévoles, des gens qui passent pour un temps. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bénévoles, mais il y a des bénévoles qui passent pour 2 jours, pour 1 semaine. C'est ça aussi. C'est pour cela que c'est difficile de les professionnaliser, puisqu'on ne sait pas les maintenir. Et en plus de cela, il y a de ces bénévoles qui sont vraiment dans la précarité, comme on disait, qui n'ont pas. Ils ont envie de faire quelque chose, mais ils n'ont pas, par exemple, de tickets. Leur situation ne leur permet pas d'être fidèles dans ce qu'ils veulent faire. Qu'ils veulent faire. Comment faites-vous pour les bénévoles? Est-ce que vous avez professionnalisé d'entrée de jeu vos actions? Comment êtes-vous organisé? Non, on a rencontré déjà nous-mêmes, comme disait Afrique Avenir, on a donc travaillé pendant longtemps en tant que bénévole, parce qu'il y avait derrière notre action une passion et puis une idée forte qu'on pouvait résoudre les problématiques. Bon, après, quand on s'est posé sur le terrain et que les choses ont commencé à marcher, c'est-à-dire qu'on a commencé à rencontrer des institutions et des structures qui pouvaient nous accompagner, donc financièrement, on s'est retrouvés en face d'une autre donnée. Et c'est peut-être ça qui nous a poussés vers l'éclosion de bénévoles autour de nous, c'est la participation. C'est-à-dire qu'on a très vite compris que, quelque part, il fallait rechercher, faire en sorte que ceux pour lesquels on travaillait participent aussi au projet ou aux actions qu'on menait. C'est comme ça qu'on a pu identifier des personnes qui pouvaient par la suite devenir des bénévoles. Mais c'est vrai que le bénévolat, c'est une grande question, hein, c'est la question de l'engagement. Il y a aussi la question de la formation, parce que ceux qui s'engagent, quelquefois, ils s'engagent de manière intuitive, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont ce besoin-là. Mais quelquefois, ils sont rattrapés, on peut les conserver. Disons, on peut faire en sorte qu'ils restent plus longtemps quand on peut aller vers des propositions au titre de la formation qui peuvent leur permettre à eux de pouvoir s'engager dans l'insertion professionnelle, par exemple, en ayant acquis sur le terrain des compétences. Donc ça, c'est aussi donc la participation qui nous permet de pouvoir lever des engagements. Si vous êtes d'accord, je vous propose que nous puissions découvrir donc en images des actions sur la santé d'Afrique Avenir, et puis nous reviendrons dans cette discussion. Restez bien avec nous. On regarde ceci. À tout de suite. Dans une démarche d'éducation communautaire sanitaire, nous accompagnons des personnes se trouvant dans des situations complexes pour qu'elles reprennent petit à petit le contrôle sur leur vie. Nous ne faisons pas les choses à leur place, mais nous mettons à leur disposition des informations leur permettant de développer leur capacité d'agir, leur autonomie et faire leur propre choix.
Nous menons ici des interventions qui consistent à aller au public afro-caribéen, afin de mettre à leur disposition des outils de prévention combinés, afin d'éteindre l'épidémie de VIH d'ici 2030. Afin d'éteindre l'épidémie de VIH d'ici 2030. Pour les personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique, sont le dépistage. Pour les personnes qui ont pris des risques récents, donc dans moins de 48 heures, on va leur proposer la TPE. Pour les personnes qui ont pris des risques récents, donc dans moins de 48 heures, on va leur proposer la TPE. Le traitement post-exposition. On va leur proposer la PrEP séronégative qui ont des difficultés d'utiliser les préservatifs. On va leur proposer la PrEP pour se protéger contre le VIH. C'est du lourd, vous l'avez dit pendant la diffusion de la vidéo, des commentaires sur ce que vous avez vu. Mais c'est du lourd, c'est vraiment une action à saluer parce que on voit aujourd'hui on est sur la thématique de la santé, de l'alimentation saine. Et voilà, donc les politiques publiques sont arrivées même à mettre en place des contrats locaux de santé à l'échelle des villes. Donc on est vraiment dans la construction de ce parcours-là, de gens qui peuvent être en relais et puis sensibiliser les habitants des villes à la santé. Donc je trouve que c'est quelque chose de formidable à saluer en tout cas. Ce qu'il faut dire, et peut-être que vous allez nous donner vos secrets, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui voudraient faire comme vous, avoir des partenaires qui aient les moyens de les accompagner. Et là, quand on regarde tout ce qu'on a pu découvrir ensemble, il l'a dit, et je ne voudrais pas le répéter, mais tout de même, c'est du lourd. Alors comment fait-on quand on est une association, loi 1901, pour ne pas rester toute seule recroquevillée avec ces bénévoles qui ne peuvent pas rester longtemps, on a besoin de moyens, on veut mener des actions qui sont bénéfiques au plus grand nombre, mais on n'a pas le bras long. Comment fait-on? Mais c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, quand on fait quelque chose d'une façon sérieuse et quand c'est reconnu, les pouvoirs publics eux-mêmes viennent vous chercher. Et ce qui est arrivé, nous est arrivé que quand nous parlions du VIH à l'époque, les gens savaient que nous connaissions le VIH. Et c'est ainsi que l'administration régionale était venue nous chercher pour qu'on commence à sensibiliser. Ils sont donc venus vous chercher? Oui, voilà. Vous y attendiez ou est-ce que vous l'espériez juste? Pas du tout. Nous ne s'y attendions pas. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on se développe, on a besoin d'eux. Oui. Et en plus de cela, quand on doit s'inscrire dans leur politique à eux, il faudrait faire, par exemple, toutes les actions là que vous avez vues là tout à l'heure se sont inscrites dans les axes qui sont déterminés par le pouvoir public. Et une fois qu'on est là-dedans, dans ces axes qui sont déterminés par le pouvoir public, à ce moment-là, le pouvoir public, ils vont financer ces actions qui sont inscrites dans les actions qui sont inscrites dans les axes stratégiques de chaque administration. Vous ne l'avez pas dit, mais je voudrais vous le faire répéter. Donc, il vaut mieux, quand on mène des actions, ne pas se contenter de faire une association de ressortissants de je ne sais pas où pour ensemble manger la soupe du pays, parce que cela ne risquerait pas d'être financé par les pouvoirs publics, lesquels ont donc des sujets qui les tiennent à cœur et ils voudraient pouvoir avoir des personnes qui puissent s'impliquer. Est-ce que c'est cela ? Il y a ça, mais aussi on peut faire une association des ressortissants de tel pays qui veulent manger la soupe et qui veulent danser comme au pays. Avec les moyens des pouvoirs publics? Oui, mais il faudrait que ça entre ça entre toujours dans ces axes-là stratégiques. Par exemple, nous, à un moment donné, le 1er décembre, on a fait des fêtes, puisqu'on sait que les Africains, ils aiment des fêtes. Le 1er décembre, on faisait une fête avec une des nationalités touchées par le VIH.
Donc, donc il y a un lien avec ce qui intéresse les pouvoirs publics. Bien sûr, il y a toujours un lien. Oui, voilà. Donc on ne va pas dire que voilà, on va financer puisqu'ils vont manger, ils vont danser. Mais comme ils aiment danser, ils aiment bien manger, donc on va faire financer, c'est manger et boire. Mais entre-temps, on sensibilise puisqu'on sait qu'on va mobiliser beaucoup de gens. On sait qu'on va mobiliser beaucoup de gens. Mais pour le moment, comme les ressources commencent à devenir très difficiles à avoir, maintenant ces actions-là, on ne sait plus les mener. Mais à l'époque, on en avait fait beaucoup, presque pendant 6 ans. Une fois par an, ça n'est pas tous les jours du mois. C'était beaucoup d'argent. Mais nous voulons bien vous croire, puisque quand on voit les images et qu'on voit le déploiement sur le terrain, ça n'est pas peu de choses. Nous avions au début d'émission fait état de la question de la citoyenneté. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que nous revenions sur cet aspect-là. Comment la percevez-vous, comment la décrirez-vous, la citoyenneté? Où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? Qui cela concerne-t-il? Et surtout, comment fait-on pour en être? Ça part de l'engagement déjà. Déjà, être dans un environnement qu'on maîtrise un peu, ça, je pense que c'est la première chose. S'intéresser à son environnement et puis participer en tant que, je dirais, humain ou habitant, parce qu'on est tout le temps logé quelque part dans une commune, qui elle-même est dans un département, qui est dans une région. Voilà, donc les choses s'organisent. Comme on voit au niveau de la santé, il y a des thématiques. Mais il n'y a pas que la santé, il y a aussi le culturel, les loisirs, les vacances. Donc tout ça, je pense que l'habitant doit pouvoir se saisir de tout ce qui est mis en place et puis participer à l'élaboration de ce qui peut être la vie de la cité. La vie de la cité. Et comment fait-on pour concilier ce que vous décrivez avec, il faut le dire, des considérations purement identitaires en disant je suis ici, je ne suis pas chez moi, je m'occupe de mes affaires, quand j'ai 3 francs 6 sous, je l'envoie au pays. Comment fait-on pour ne pas être en conflit, en quelque sorte, avec ce que vous décrivez et pouvoir donc s'impliquer, participer? Si. En fait, moi, je pense que c'est une question qui est très intéressante. Il n'y a que des questions intéressantes dans les très intéressante. Et en fait, avec le temps, parce que là, on discutait tout à l'heure, on a bien vu que le démarrage de nos actions, elles sont d'abord militantes sur des axes de retour au pays, des choses comme ça, donc des choses qui sont propres à nous. Et ensuite qu'on va intégrer, diffuser dans la société dans laquelle on vit. Mais comme on dit, ça nous rattrape toujours. Et il faut faire le lien entre les deux. Donc aujourd'hui, on peut effectivement, sur cette question, répondre qu'on est une diaspora et que la diaspora a besoin de se ressourcer. Donc effectivement, on peut être une association communautaire, mais avec un environnement un ancrage peut-être. Un ancrage avec ses propres repères, mais aussi le fait de vivre dans une société, dans un pays d'accueil, c'est aussi d'avoir un ancrage avec le pays d'accueil. Donc il faut faire ce lien-là. Je pense que la citoyenneté, à ce niveau-là, on peut peut-être essayer de parler d'une citoyenneté un peu au-delà, mais en tant que diaspora. Oui, donc c'est pour cela que nous, dans les activités que nous menons, puisque notre cible, ce sont les Noirs, ce sont les Noirs, mais on s'adresse à eux en tant que composante de la population française. Ça. Ce qui est vrai. En tant que composante de la population. Si on disait que voilà, on s'adressait aux Noirs, puisque nous sommes africains, au-delà, personne ne va vous écouter ici, c'est tout ici en France. Mais comme on parlait tout à l'heure de la citoyenneté... Vous voulez dire les Africains, pas les Noirs, les Africains. Les Noirs, nous, on préfère pas parler des Noirs. Donc, d'accord, très bien, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire que... Oui, pas seulement les Africains, mais il y a les Afro-Caribéens. Absolument, tout ce monde, oui. Et là, on parlait de la citoyenneté tout à l'heure. Il y a une activité que nous faisons pour le moment, enfin, qu'on a commencé, ça fait depuis 4 ans, c'est les dons du sang. Oui. Les dons du sang, ici, c'est un acte citoyen. C'est-à-dire que chez nous, nous sommes habitués, soit vous allez donner votre sang à votre frère, à vos membres de la famille, ou vous les vendez.
C'est comme ça que les Africains ils ont été habitués à ça. Alors que quand on vit ici en France, le don du sang, c'est un acte citoyen, c'est-à-dire que vous allez donner du sang, vous ne savez pas à qui va le recevoir, ce n'est pas votre frère ou votre soeur ou votre voisin. C'est pas quelqu'un que vous aimez forcément d'ailleurs. Voilà. Et on a aussi cette particularité que nous avons un problème avec le don du sang. D'abord, nous on ne donne pas suffisamment du sang dans les banques de sang. Et pourquoi donc? Mais c'est plus que juste pour les raisons que je venais d'évoquer. Là, les gens ne sont pas habitués à ça. Alors qu'on en a grandement besoin, surtout que nous sommes touchés par une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Oui. Où les personnes qui souffrent de cette maladie doivent être transfusées pendant toute leur vie. Donc on a besoin du sang isogroupe. Cela veut dire qu'il faut un sang. Nous, les Noirs, on a une particularité, on ne va pas y revenir là-dedans. On a... puisque les gens connaissent seulement le groupe ABO ou le système registre, mais on en a à peu près 35 groupes. Mais nous, les Noirs, par rapport aux Caucasiens, on a un autre sous-groupe, et donc il faudrait que nous on puisse donner du sang des Noirs pour soigner ces personnes. Même si on appartient, voilà, une question qui se pose là, donc on appartient à cette communauté en tant que communauté, mais il faut travailler en tant que citoyen. En tant que citoyen, il faut donner ce sang. Mais on a du mal, en tout cas, à accomplir cet acte-là. Est-ce qu'il y a des préjugés à la clé, en dehors de je ne veux pas, je ne sais pas à qui je donne, donc ça n'est pas dans... Est-ce qu'il y a des préjugés Il y a des préjugés. Certains pensent que on va ôter beaucoup, que ce soit alors que ce n'est pas, je ne sais pas, on va se vider de son sang. On va vider son sang, et puis les gens, le sang, il a beaucoup de symbolique. Là, on ne va pas donner son sang comme ça. Et il y a tout un tas de représentations en ce qui concerne le sang. Et ça pose aussi, il faut regarder les choses aussi dans l'histoire aussi. Par exemple, à l'époque du VIH-Sida, et on supposait qu'il avait beaucoup de critères d'exclusion qui ne concernaient pas simplement les Noirs, mais toutes les personnes, puisque les mêmes questionnaires qui est posé aux Caucasiens, donc aux Français, c'est les mêmes questionnaires qu'on va poser aux sans-papiers, aux Noirs, à tout le monde. Il n'y a pas de critères, des choses qui concernent simplement les Noirs. C'est tout. Par exemple, là, si vous avez séjourné dans une région où il y a une telle épidémie, que vous soyez noir ou que vous soyez ou que vous soyez blanc, on va vous dire non, restez, on va vous ajourner en disant voilà, vous attendez à 3 mois, 4 mois, ça dépend des endroits d'où vous venez. Raison pour laquelle il faut toujours éduquer, puisque les gens pensent que on va. D'ailleurs, moi, je me souviens quand on faisait tout au début. Oh non, on ne va pas prendre les sangs des Noirs là puisqu'on va les jeter. Qui va jeter les sangs? Oh non, on ne va pas nous prendre. Mais et puis il y a des gens, ils aiment toujours raconter de ragots. Et un jour, vous avez des gens qui étaient en train de nous dire, oh non, voilà, qui se sont présentés dans des centres de don du sang et qu'on leur a refusé puisqu'ils étaient noirs. Nous, on leur a dit, non, il faut nous montrer ces centres-là, puisque ces jours-là, le directeur là, du centre-là va sauter. Ces jours-là, il faut nous dire ce qu'elles sentent. Et c'est ainsi que nous avions essayé d'atténuer tous les faux bruits. Puisqu'au fait, la théorie du complot et les préjugés. Nous voulons pédagogique aussi dans Lady vous écoute pour vous accompagner dans votre quotidien. Vous voulez donc vous engager dans la vie associative, rappelez-le, vous êtes légitime et vous pouvez, même si vous n'avez pas de connaissances, de compétences d'un secteur donné, apprendre justement en participant. Et puis, pour parler du sang, s'il y a quelque chose que l'on peut dire depuis tout à l'heure, on parle des blancs, des noirs, on peut parler de la couleur du sang. Il est rouge, quelle que soit la couleur que l'on a. Nous allons revenir sur donc, la question de l'intégration de la culture. Vous avez des activités que vous menez, est-ce qu'on peut les énoncer quelque peu? Oui, on a beaucoup d'activités autour de la culture. Bon, déjà l'éducation, à travers l'accompagnement à la scolarité déjà, ça c'est quelque chose que l'on fait depuis notre création, hein, parce qu'on considère que c'est une base qu'on peut apporter aux jeunes et aux familles. Et puis, on est organisateur aussi d'événements, voilà, mais d'événements tournés vers la culture. Voilà. Vous ne nous parlez pas des camps de vacances? Effectivement... Je vous fais une césarienne, là. Ouais. Effectivement, on a aussi des activités autour des vacances, hein, c'est vrai. Ce que je parlais des loisirs, de la culture...
Mais bon, les familles ont besoin aussi de souffler, donc on organise des séjours sur des destinations mer, campagne, montagne, donc pour permettre aux familles de partir une semaine, mais aussi pour découvrir la France. Oui. Découvrir il n'y a pas que la cité où on habite. Découvrir la France et puis apprendre aussi à partir à la conquête du monde, on va dire, hein, à la découverte. Donc voilà, c'est tout ce qu'on met en place au niveau de la culture. Voilà. Qui sont vos partenaires institutionnels sur les actions que vous menez? On va regarder en image dans un petit moment. Alors, ils sont nombreux. Oui. On a des partenaires d'action et des partenaires financiers. Au niveau... J'ai failli dire c'est les plus intéressants, mais je n'ai rien dit. Bon, si on parle va se fâcher avec personne. Si on parle des partenaires financiers, on a la ville d'Alfortville. Il faut le dire, vous êtes basé à Alfortville. Voilà, la ville d'Alfortville, on a le département du Val-de-Marne, la préfecture, voilà, et puis la caisse d'allocation familiale, parce qu'on a un espace de vie sociale. Voilà, donc on a un agrément de la caisse d'allocation familiale. Donc ça, c'est les principaux financeurs de notre action. Après, on va avoir des partenaires financiers sur la base de projets, comme les bailleurs sociaux, des fondations, notamment dans le cadre des séjours de vacances, là, la fondation Je pars, tu pars, il part, et puis d'autres mécènes privés qui nous accompagnent. Après, on a bâti notre activité autour du partenariat. Ça, par contre, on est un peu les champions du partenariat. Alors, partenariat gagnant-gagnant, comme, voilà, comme il se dit souvent. Cette matière. Que gagnent ceux qui sont partenaires avec vous? Alors, ceux qui sont partenaires avec nous sont des partenaires d'action. Donc, avec eux, on va mutualiser nos moyens, nos compétences pour organiser des événements. Mais des événements qui ont une thématique et puis qui ont une force, en tout cas qui ont un impact pédagogique sur les publics qu'on vise. Ça va être le cas par exemple pour des associations comme J'aime le vin dans le cadre du développement durable de la transition écologique. J'aime le vin, vous dites? J'aime le vert. Le vert. Le vert, ouais. C'est pas tout à fait la même chose. J'aime le vert. Oui. J'aime le vert et puis plein d'autres acteurs associatifs. Si on entend bien ce que vous ne nous dites pas, c'est que les partenaires ont des objectifs qu'ils veulent atteindre, mais n'ont pas forcément accès à ce public-là. Voilà. Lequel public vous avez parmi vos bénéficiaires, et donc vous êtes dans cet échange de bons... On va dire de bons procédés, puisque nous travaillons dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Oui. Donc on a une implantation et puis une méthode d'action aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des animateurs médiateurs, des médiateurs. Donc, alors que faites-vous sur le terrain? Alors sur le terrain, en tant que médiateur, on pratique l'aller vers. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. On parle du vivre ensemble, mais on ne parle pas assez de aller vers. On ne parle pas assez de aller vers, parce que pour construire le vivre ensemble, et même pour pouvoir élaborer des actions dans le cadre de vie, il faut pouvoir être en contact avec les populations. Oui. Et donc, l'aller vers fait partie de ces personnes médiantes qui peuvent avoir une écoute auprès des populations, des usagers, et puis pouvoir traduire leurs besoins. Voilà, c'est surtout ça. Et une fois qu'on arrive à traduire le besoin, ça peut se transformer en projet, en action, voilà, en activité. On va donc regarder en image ce que fait l'association SLIC, Sport, Loisirs, Intégration, Culture. Vous êtes à Alfortville, mais vous n'agissez pas que sur ce terrain. On découvre donc en image ensemble. Le principe, c'est d'aider tous les habitants, des plus petits aux plus âgés, du sud de la ville. À l'âge de 6 à 60 ans, on organise des activités ludiques, tout ce qui est ludique, éducatif. Très bien, j'ai beaucoup aimé. C'était très bien. B
une grande partie de ceux qui viennent à l'accompagnement en scolarité n'ont pas tant des difficultés que besoin d'un soutien. Soutien plus moral que réellement technique. On savait que les jeunes qu'on a ici, hein, et mon collègue vous a expliqué qu'on fait l'accompagnement scolarité, on voit la difficulté de ceux qu'ils ont et où ils sont forts aussi, hein, leur point fort aussi. Hein. On savait que cette action-là, ils pouvaient réussir. Voilà. J'aime bien le mot concours, du coup quand j'ai entendu concours, je me suis dit un concours, du coup je viens. Et on les met vers les champs. En fait, ça tourne grâce au vent et ça produit de l'électricité. F-R-A-G-R-A-N-C-E. Fragrance. En vérité, on leur dit, tout ce que vous faites là, c'est pas vos parents, c'est vous-même. Parce que vous faites tout pour avoir ça. Aujourd'hui, vous l'avez. Franchement, le retour du concours. Le retour du concours, parce que ça va partir. Hein, là, les enfants ils sont partis, là, le message est passé. C'est-à-dire que la prochaine fois, vous allez venir, vous allez voir pour vous-même. On est prêt à venir l'année prochaine. C'est donc un partenariat avec plusieurs structures. On voit dans vos activités respectives que les publics sont différents. Un public d'adultes, notamment en ce qui concerne la prévention santé, ce que l'on peut comprendre, et puis les tout-petits. Dans les deux cas, un public multiculturel. Est-ce que dans cette interculturalité, tout est paisible, comme on peut le voir parfois en image ? Oui, tout est paisible. Par exemple, quand vous avez vu là, quand nous faisons les tests de dépistage dans la rue, évidemment, notre public cible, ce sont les Noirs. Mais quand l'Arabe vient ou les Chinois viennent, on les dépiste. Hein. C'est un service qui est... Peut-être qu'ils se perçoivent noirs, on va dire, socialement. Oui, et en plus de cela, ce sont des Noirs qui vont dépister les Chinois ou les, je ne sais pas quoi, ou l'Arabe et autres là-dedans. Donc, ça permet... Est-ce que, est-ce que vous pensez que, justement, sur ce point-là, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de réceptivité de la part du public que de venir vers vous pour... Au fait, c'est nous qui allons vers les publics, ce n'est pas comme tout à l'heure là-bas, c'est nous qui allons vers eux. Puisque si nous, on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas. Et est-ce que vous pensez que parce que majoritairement, si on a bien compris ce que vous nous expliquez, vos bénévoles et vos équipes sont des équipes de migration, est-ce que vous pensez que c'est un atout pour... Effectivement, c'est un atout puisqu'ils connaissent un peu les milieux, puisqu'ils vivent dans ces milieux-là. Par exemple, quand nous devons aller, puisque nous, quand on doit aller vers, donc il faut savoir où aller dénicher ce public. Et en plus de cela, ils sont migrants, donc ça bouge. Par exemple, nous, quand nous travaillons dans les fêtes, dans les lieux festifs, ces fêtes-là, ils ne sont pas statiques, c'est vraiment ce milieu qui est très dynamique. On sait aujourd'hui, une fois ça peut être à Sarcelles, une fois ça peut être à Créteil, une fois ça peut être à tel endroit. Donc, ce sont des gens qui connaissent un peu tout l'environnement dans lequel évoluent ces publics qui est migrant. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui, après tout ça d'années d'action sur le terrain? Y a-t-il encore des choses que Afrique Avenir aimerait explorer et qui ne soient pas pour l'instant possibles? Et pourquoi d'ailleurs? Non, mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qui restent encore à faire. Par exemple, en ce qui concerne la prévention combinée. Donc, il est question qu'on puisse éteindre l'épidémie du VIH d'ici 30 ans. Mais on sait que ça stagne au niveau du public africain, puisqu'on ne s'est pas encore approprié tous ces outils de la prévention combinée, alors que ces outils sont disponibles ici en France. Hein. Ils sont disponibles ici en France. Pour la meilleure compréhension de tous. Alors, qu'entendez-vous par prévention combinée? Oui. La plupart des gens connaissent simplement le préservatif comme moyen de se protéger contre le VIH-Sida. Oui. Mais actuellement, nous avons les traitements comme moyen pour se protéger contre le VIH-Sida. Et là, quand on regarde, on fait les enquêtes sur le plan national ou même sur le plan régional, on remarque que notre public ne s'approprie pas ces outils, ne va pas chercher ces outils. Notamment, par exemple, ce qu'on appelle la PrEP. La PrEP, ce sont des médicaments qu'on va donner aux personnes qui sont séronégatives et qui, au fait, pour qu'ils ne puissent pas attraper développer la maladie. Avoir le VIH, pas la maladie. Oui, négatif, vous avez dit. Donc, pour qu'ils puissent rester séronégatifs.
Mais on trouve que malgré, nous faisons beaucoup de campagnes d'information, mais les gens ne s'approprient pas encore cet outil. Mais on sait que ça va venir avec le temps. C'est la même chose qu'avec le préservatif. À l'époque, quand on distribuait les préservatifs, les gens ne voulaient pas en prendre. Beaucoup de gens avaient honte. Mais maintenant, nous distribuons à peu près 200 000 préservatifs par an. Alors, à l'époque, les gens ne voulaient pas... Vous disiez, pardonnez-moi si je vous interromps, c'est pour ne pas vous manquer de vous faire réagir. Vous disiez, ça va venir avec le temps. Oui. Et pour parler du temps, il y a une actualité, en tout cas, sur la question des traitements contre le VIH-Sida. Sur le continent notamment, on entend dire que majoritairement, comme ces traitements étaient financés par des organismes internationaux, il y a maintenant, les données sont en train de changer. Comment voyez-vous l'avenir? Afrique Avenir, d'ailleurs. Comment voyez-vous l'avenir? C'était pas prévu. Non, cela se propose aussi la responsabilité des Africains. Il y a beaucoup de questions, ils les ont laissées aux humanitaires, aux ou aux organismes internationaux. Par exemple, pour ne pas aller loin, il y a le programme PEPFAR qui était conduit par l'USAID. Le président Bush vient de décider de ne plus financer. Oui, voilà, Trump vient de décider de ne plus financer, de regarder, de voir d'abord clair où va cet argent. Et c'est ainsi que maintenant, beaucoup de programmes sont arrêtés en Afrique qui étaient presque supportés à 100%, quasiment à 100% par ce programme. Donc là, ça suppose maintenant, il faudrait que nous, Africains, qu'on puisse, enfin, pas nous, Africains, enfin, les autorités qui sont au pouvoir puissent prendre leurs responsabilités. C'est ça. Est-ce que c'est possible dans la faisabilité? Parce que la décision, oui, mais dans la pratique? Dans la pratique, non. Dans la pratique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils changent de mentalité, qu'ils s'occupent de la santé de leur population d'abord. Vous êtes optimiste? Oui, non, s'ils veulent, ils peuvent le faire. S'ils veulent. Pensez-vous qu'ils veuillent? Devant l'histoire, je pense qu'ils seront obligés de le faire. Ils ne vont pas laisser leur population mourir comme ça. Que devraient faire nos concitoyens, d'après vous, en attendant que les bonnes décisions se prennent? Oui, cela veut dire que c'est ça aussi le problème de nos pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on alloue les budgets au niveau de la santé qu'il y ait, ou de l'enseignement, qu'il y ait un budget conséquent qui soit alloué et que ce budget-là soit bien géré. Puisque même quand on parle de tout cet argent qui était les bailleurs internationaux, à un moment donné, ça a posé problème dans certains pays. Mais à un moment donné, ils ont été obligés, les gens qui géraient un peu ces fonds-là, d'être très rigoureux pour que les bailleurs puissent continuer à financer. Sinon, à un moment donné, ils n'allaient pas continuer à financer. J'aurais cru que vous alliez nous dire qu'il y a quand même une question de responsabilité individuelle. Pensez-vous ou pas du tout? Parce que si ceux qui décident ne font pas ce qu'ils pourraient ou devraient, ne faut-il pas que chacun, à son échelle, prenne Mais comment, par exemple, pour les gens qui prenaient les antirétroviraux, qui coûtent très cher. Beaucoup de gens qui ne sont pas ça, ils n'ont pas même si certains, dans certains pays, des personnes travaillent, mais ils ne sont pas payés au mois par mois. Ils n'ont pas le salaire mensuel. Donc ils ne peuvent pas se payer le médicament. Donc j'ai regardé un film, je crois, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans un pays africain, où les personnes, ça fait depuis 2 mois qu'ils ne prennent pas leur médicament. Ce qui est un danger pour le plus grand nombre, puisque... Absolument un grand danger, que nous étions sur le plan d'éliminer la transmission du VIH d'ici 2030 et que l'épidémie risque de rester sur le continent. C'est ce qui est très dangereux. Puisque quand on prend les traitements, on ne transmet pas le VIH. On ne transmet pas le VIH. Donc, c'est là l'enjeu. C'est-à-dire que les gens qui vont découvrir les séropositifs et qui ne vont pas avoir le traitement, ils vont continuer à transmettre le VIH. Donc, les données vont changer. D'ici, si ça continue comme ça, d'ici 2030, on va aller dans tout droit dans le mur. Très bien, nous allons donc, si vous le voulez bien, un peu moins de 5 minutes avant la fin de cette émission. Vous avez présenté vos actions respectives, vous parliez de l'Afrique et je voudrais vous emmener aussi nous parler d'une toute autre association, puisque vous avez plusieurs cordes à votre arc, on le voit bien dans les différentes thématiques que vous mettez en avant dans l'association SLIC, avec une actualité à la clé alors. Oui, c'est une association qui s'appelle FIDABAS. Voilà, c'est la fédération ivoirienne des associations de la diaspora du district du Bas-Sassandra.
En Côte d'Ivoire, donc c'est la région de San Pedro, la région de la Nawa et la région du Boclé. Voilà. Et l'actualité, bon, c'est lié à ce qu'on est en train de dire. Hein. Là, on est sur des actions de prévention, en fait. Nous, on est dans la prévention, là, pour faire en sorte que les gens puissent, les jeunes, même leurs familles aussi, puissent aller vers une pratique de la langue, là, dans le pays d'accueil, mais aussi pouvoir se tourner vers... Vous parlez de la langue française. La langue française. Pouvoir se tourner aussi vers le livre. Donc, voilà, donc pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on sensibilise les gens à ça. Et donc, on a trouvé l'idée d'organiser la première foire du livre et des arts africains. Que l'on peut voir en affiche d'ailleurs, voilà, que vous en parlez. Qui va se dérouler à Saint-Denis. Mais on sera sur la 2e édition avec une ambition beaucoup plus grande, c'est mobiliser l'ensemble des membres de la diaspora dionysienne. Le pays invité, ça sera l'Algérie. Donc on sera vraiment sur l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Voilà, pour pouvoir emmener les gens à toucher aux livres, à pouvoir acheter des livres. Mais quand on parle de livres, on est aussi sur les questions de la santé. Parce que j'allais dire santé mentale, mais non. Aussi sur la santé mentale. Oui. La santé mentale, mais aussi toutes les actions de prévention santé commencent déjà par le travail des artistes créateurs de BD. Quand cette thématique est adressée aux enfants, elle est aussi adressée à la famille. On est sur l'alimentation saine. La prévention, dans le cadre du sida, c'est vraiment découvrir, comme il disait tout à l'heure, on ne s'approprie pas des dispositifs. Donc aujourd'hui, peut-être que si on va au-delà pour éventuellement ne plus avoir accès à ces dispositifs qui ont financé toute la prévention, si on veut aller au-delà, peut-être que si nous-mêmes on a la question de responsabilité dont vous parliez tout à l'heure, on a cette prise de conscience et qu'on rentre dans les apports qu'on nous envoie par rapport à cette prévention, là, on sera des êtres humains différents vis-à-vis des problématiques liées à la santé. Et puis peut-être qu'on aura moins de gens qui seront infectés par le sida parce qu'on aura su prendre nos précautions. Et ça commence tôt déjà. Donc à travers le livre, à travers cet univers qui est notre univers aussi africain, qu'on doit partager à nos enfants, à ceux qui descendent de nous, et dans lequel il y a aussi des choses positives, des choses négatives, il y a aussi des problématiques autour de la santé, de la prévention. Voilà, il faut faire découvrir ça, peut-être d'une autre manière. Et vous êtes en partenariat, il faut le dire, peut-être avec l'Harmattan. Avec l'Harmattan, oui, effectivement. En Côte d'Ivoire. On est en partenariat avec l'Harmattan en Côte d'Ivoire, parce que là, pour l'instant, on bénéficie de l'action de l'Harmattan parce qu'ils viennent en France avec des auteurs. Avec les auteurs. Voilà, avec des auteurs. Donc, on aura l'occasion, dans une autre édition, de recevoir, nous voulons le croire. Voilà, donc ils viennent avec des auteurs qui ont besoin de faire connaître leurs ouvrages et puis un public qui est ici, qui a besoin que cette rencontre se fasse. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'organiser des espaces où cette rencontre pourra se faire, où la culture en tout cas pourra résonner. Voilà. Romain, y a-t-il un lien entre l'état de santé, on a parlé de la drépanocytose, du VIH-Sida, du don du sang, et puis comment dirais-je, des habitudes de ces publics-là. Quand on parle de lecture, je voudrais qu'on ne manque pas de parler de quelque chose qui peut-être n'existe plus, mais on veut croire que cela reviendra. Ce magazine, quand même, que vous avez publié pendant de nombreuses années, en direction de ces publics-là pour des questions de vulgarisation. Oui, évidemment, c'était le magazine et la santé, on dit quoi? Et il n'est plus, depuis bientôt 3 ans, il n'est plus diffusé auprès de ce public et nous le regrettons beaucoup, puisque ça continue toujours en ce qui concerne la culture et en ce qui concerne la santé, à sensibiliser nos communautés. Et on espère qu'un jour, on va
s'il y a des bonnes volontés, qu'on puisse enfin commencer à le produire et à le diffuser. La bonne nouvelle étant que si vous le faites en format numérique, même ceux qui sont sur le continent pourront en bénéficier parce que jusqu'à présent, il n'était distribué que sur l'Hexagone. Et c'est l'Hexagone, mais des fois, il y a des gens qui, vous savez, c'est comme tous les outils que nous diffusons. Des fois, on les retrouve en Afrique. Des fois, c'est sur les calendriers que nous avions, que nous produisions à l'époque. Ils étaient destinés ici en France, mais des fois, on les retrouvait en Côte d'Ivoire, on les trouve au Mali. Donc, ça circule. Ce sont des choses qui circulent sans problème. Il y a encore un autre problème qu'on n'a pas abordé ici, peut-être on l'abordera un autre jour, c'est le don des gamètes. Parlons-en. Et les dons des gamètes et les dons d'organes sur lesquels nous avons été interrogés par l'agence des biomédecines et on n'est pas habitué à ça. Et tout le monde ne sait pas ce que c'est que gamètes. Les gamètes, ce sont les sémences. Chez les hommes, c'est les spermatozoïdes et les femmes, ce sont les ovules. Et actuellement, nous avons des techniques de procréation médicalement assistées et qui consistent à utiliser ces cellules pour que ceux qui sont dans une situation d'infertilité puissent procréer. À titre d'exemple, pour les femmes, par exemple, ou pour les hommes, quand on va regarder dans les séquences, donc les banques de ces gamètes, peu de gens vont donner ça en ce qui concerne les Noirs. C'est culturel peut-être? Oui, ils ne sont pas habitués à ça d'abord pour commencer, puis ils ne voient pas comment ils vont aller donner leurs semences dans les banques. À la banque. On va à la banque pour chercher de l'argent. Et d'ailleurs, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit, oui, c'est gratuit. Eh ben, vous voyez bien, quand vous mettez le mot banque avec le mot gratuit l'un à côté de l'autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne déjà plus. C'est en fait banque, c'est dans l'endroit où on va les conserver dans des conditions convenables. Plus sérieusement, on en reparlera. Justement, peut-être il y a certainement des familles qui voudraient avoir accès à ce procédé-là et qui ont besoin de comprendre comment se font les choses. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous proposer à chacun le mot de la fin avant de clôturer cette émission en vous remerciant l'un et l'autre pour ce que vous avez déjà à votre actif au bénéfice du plus grand nombre et puis pour ce que vous allez continuer à faire, Jean-Claude Guéraud. Moi, je suis enchanté de cette rencontre. Hein. Et puis, je l'ai ressenti tout à l'heure, je sens que vous allez faire quelque chose ensemble. Et j'insiste sur le fait que, à travers ce qu'on projette, c'est-à-dire l'ambition de faire en sorte qu'on ait une foire du livre et des arts africains ici, à Saint-Denis. Je projette donc qu'on travaille aussi autour de la santé. Voilà. Parce que ce que vous faites est tellement intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être réfléchir différemment. On a des familles. On a de nouvelles familles, on a nos enfants qui ont mis au monde des enfants et qui s'intéressent beaucoup à ce type de produits, les livres. Voilà, donc c'est peut-être par ce canal-là qu'on pourrait essayer de remettre en scène les problématiques de la santé, la prévention. Et les outils qui n'existent plus, comme le magazine On dit quoi. Comme le magazine On dit quoi. Voilà, en faisant une mutualisation de vos partenaires respectifs. Exactement. Je vous laisse donner la réponse du berger à l'autre berger. Oui, en quelques mots. Oui, les partenariats, je pense que surtout quand il existe, pour en ce qui nous concerne, nous, au niveau des associations ici de la diaspora, il faudrait vraiment qu'on commence à se mutualiser, puisque les temps sont devenus très durs, durs, et que si il y a des choses que nous faisons, si on ne les fait pas, personne ne les fera. C'est ça. Et ce sera une perte pour le plus grand nombre. Oui, personne ne le fera. C'est pour cela qu'on en a parlé tout à l'heure là-bas. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de bénévoles et beaucoup que les gens soient vraiment engagés vraiment avec militantisme dans beaucoup d'actions qui concernent leurs propres problèmes d'ailleurs. C'est ça. Puisque là, quand nous luttons, on lutte pour les sans-papiers. On trouve quand on voit dans les cortèges, on voit un peu des Noirs. Ce public concerné. C'est le public qui est concerné. Peut-être que c'est culturel aussi. En tout cas, merci pour ce que vous faites déjà. Merci pour ce que vous allez très certainement faire. Venez nous en rendre compte. Nous sommes heureux dans Lady Vous Écoute quand nous avons tissé du lien social avec des acteurs de premier plan. Rendez-vous dans notre programme prochain. Vous l'avez entendu, on ne peut pas applaudir d'une seule main. Si on met les deux mains d'association, alors certainement les moyens qu'on n'a pas peuvent revenir. Merci, à bientôt.